Aujourd'hui, tout ce que moi je vais dire, c'est que ce dont le peuple ivoirien a besoin, ce n'est pas un appareil. On a besoin des hommes forts. On n'a pas besoin d'un appareil. Puisque ce sont des hommes qui animent ce qu'on appelle CEI, on va donner ça au ministère de l'Intérieur, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait. Avant, il y a eu méfiance. Donc on a donné à un organe dit indépendant. Oui, et aujourd'hui encore, on doute encore de son indépendance. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas les institutions le problème, ce n'est pas les organes le problème, mais aujourd'hui ce sont les hommes même qui incarnent ces institutions qui sont le vrai problème. C'est à eux-là qu'il faut enseigner l'amour du pays. Mais eux, peut-être qu'ils sont en train de partir, ils sont en train de laisser des leçons. Aujourd'hui, les gens sont en train de regarder la politique. Les gens regardent. Les jeunes ne s'intéressent plus en politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera tout l'objet de notre podcast aujourd'hui avec notre invité, Honorable Donald Lago, délégué communal de l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, section Cocody. Par ailleurs, il vient d'être élu, je dirais nommé, c'est ça, nommé en tant que coordinateur en charge d'Abidjan. Super. Et chef de cabinet du président national. Wow, super. Ah, mais je dirais que le parcours n'a pas été si simple, hein, parce que vous avez commencé à militer au sein de l'AFCI. Évidemment. Vous avez commencé en tant que membre de base, hein? Membre de base, bien évidemment. Wow. Membre de base, bien évidemment, on a gravi les échelons par la confiance qu'a bien voulu nous confier le président national. Mais il faut dire qu'avant ça, on a observé les étapes. Voilà, j'étais moi-même d'abord membre ordinaire de la section Cocody. Ah, d'accord. Voilà, membre ordinaire de la section Cocody avec pour délégué communal Delano. En tout cas, un devancier, un frère que j'aimerais saluer vraiment par votre micro. Ok, super. Donc, c'est pour dire que vraiment le travail, c'est au fur et à mesure. Hein. Bien évidemment. Lorsque tu crois en ton projet, tu vas faire gravir les échelons au fur et à mesure. Bien sûr. D'accord. Je suis là pour bonne arrivée. Merci beaucoup. Je souhaite une meilleure vie pour l'année 2026. Merci beaucoup, mon frère. Tant qu'on se voit, évidemment. On nous a contacté pour parler vraiment de ce sujet concernant la crise des jeunes en politique. Parce que selon les derniers statistiques qu'on a pu avoir au niveau de la Suède lors des élections présidentielles, quand on a pris les statistiques, on a constaté que 50%, la participation des jeunes était de, un taux à minima de 2%. Parce que sur le corpus électoral de plus de 8 millions d'inscrits, on avait à peine 4 millions de personnes qui ont dû voter en Côte d'Ivoire. Et c'était un taux de participation de 50%. Alors qu'en 2010, on avait un corpus électoral de 5 millions, alors qu'il y a au moins 4 millions de personnes qui ont voté. Donc ça veut dire que normalement, les jeunes, je dirais les personnes en général même ne s'intéressent plus au débat politique. Les gens ne vont plus voter. Voilà. Et vraiment, c'est une crise qui demeure, c'est une crise majeure. Parce que le débat politique c'est très important. Donc on doit comprendre tous ces aspects. Peut-être avec vous aujourd'hui, on aura le temps de bien comprendre ça. Vu que vous êtes engagé aussi dans la vie associative, les jeunes communautaires, tout ça, ça contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population. Évidemment. Donc bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour démarrer rapidement, vu que les internautes nous regardent, je vais vous demander pour faire un peu de pédagogie. Qu'est-ce que la politique? De façon basique, qu'est-ce que la politique? D'accord. Merci beaucoup, cher frère Yann. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer à travers votre antenne et de le faire largement. Mais avant ça aussi, dire merci. Tout à l'heure, vous l'avez souligné, je suis là vous aurez remarqué des actions sur le terrain par la confiance que m'a confié quelqu'un. En tout cas, le président national de l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Voilà, qui d'abord a eu vraiment confiance en moi pour me confier d'abord la section communale de Cocody et par la suite
qui, tout récemment, à la faveur de la publication du nouveau bureau, a eu à me nommer coordinateur en charge du district d'Abidjan et chef de cabinet. C'est une confiance renouvelée que je voudrais saluer avec honneur et reconnaissance. Donc, dis merci au président de l'LCA qui me donne en tout temps et en tout lieu de m'exprimer de quelque manière que ce soit. Maintenant, pour revenir au sujet, la politique, il faut dire, le mot politique même, c'est un thème polysémique. C'est-à-dire, ça a plusieurs sens. Il y en a plusieurs ramifications. Donc, on peut avoir plusieurs définitions. Mais pour ce que je veux dire, ou pour ce que je peux prêter, ou emprunter à la Rose ou le Robert, on peut dire que la politique, c'est l'ensemble des décisions ou des actions déterminant les règles d'un ensemble d'une société par les gouvernants, ou on peut dire par les autorités publiques. Mais je l'ai bien dit, voilà, c'est un mot polysémique, on peut parler de plusieurs thèmes de politique. Mais pour ce qui nous réunit ce soir, la définition que je veux donner à la politique, ça c'est une définition personnelle, c'est moi-même qui la donne, au-dessus de mon appréciation, n'est-ce pas, du terrain politique. Donc je peux dire que la politique pour moi, c'est la capacité et la force de proposition d'idées, de programmes, la conception claire et précise du dosage des mesures économiques et sociales qu'on veut pour son pays. Pour moi, c'est ça la politique. Donc la politique, c'est la force des idées ou la proposition des idées. Donc si on comprend bien, sans politique, un monde peut ne pas exister. Hein. Mais le monde n'existe pas sans politique. Tout ce qu'on fait même est politique. Même la femme même qui vend son beau au matin, c'est de la politique qu'elle fait pour attirer sa clientèle. Comment pour maintenir les clients même là, c'est de la politique. Partout, c'est de la politique. Ce que tu fais, c'est de la politique. C'est pourquoi je dis la politique, c'est un thème polysémique qui a plusieurs sens et qui peut avoir une définition particulière dans chaque contexte. D'accord, c'est bien noté. Merci pour l'explication. Parce que nos internautes ont bien compris ce que c'est que le sens réel de la politique. Absolument. On va aborder maintenant le sujet. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La question du désintérêt des jeunes sur la scène politique. Comme vous l'avez constaté, hein, voilà, les dernières élections ont prouvé que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. C'est quoi votre avis par rapport à la question? Quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, j'aimerais souligner un fait sur la politique même d'abord. Quand on évoque la politique, il faut dire qu'il y a trois catégories de personnes. Parce que, bien évidemment, certainement qu'on ne peut pas partir par des statistiques pour vérifier qui sont ceux qui sont réellement désintéressés à la politique, ceux qui sont intéressés, ou les personnes même à qui même la politique ne dit rien du tout, qui sont indifférents même de la politique. Donc déjà, quand on évoque le mot politique même en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sont indifférents, il y a ceux qui sont méfiants, et il y a ceux qui ont de l'espoir quand on parle de politique, des jeunes gens qui sont engagés en politique, parce qu'il y en a aussi qui existent. Mais ces catégories vont tout. Je pense que de ma petite expérience ou de mon petit regard, je n'ai pas la prétention de donner, on va dire, la source réelle, mais c'est toujours une analyse. Cela dit, pour moi, ces catégories de jeunes qui sont par exemple méfiants, c'est peut-être des gens, vous le voyez, la Côte d'Ivoire a connu des crises. Effectivement. La Côte d'Ivoire a connu des crises. Et quand on sort d'une crise, c'est tout un cycle qui passe, c'est-à-dire une génération qui passe. Une crise, on peut en dire peut-être même qu'il y a eu une guerre. Mais la crise est là de longtemps. Oui, mais ça a des séquelles. Oui, mais non. C'est pourquoi je parle de cycle. Quand on parle de cycle, c'est toute une génération. Donc, il peut même avoir une guerre. Quand on sort d'une crise, même la guerre même a ses règles, je le disais. La guerre même a des règles. C'est pas parce que c'est guerre que c'est pas règle. Et quand on sort de là, il faut que justice soit rendue. Il faut que justice soit rendue. Donc, quand il n'y a pas de justice, les gens ou bien les jeunes ne trouvent pas la nécessité. C'est-à-dire que quand ils ne voient pas la justice agir, les institutions régaliennes faire droit au peuple, les gens sont méfiants. Ils ne trouvent même plus la nécessité même d'aller voter, puisque ce sont les élections. Figurez-vous que les crises qui découlent des élections ont laissé des traumatismes à des personnes. Ça crée une certaine psychose. Oui, une certaine psychose. Imagine que tu perds ta femme, que tu aimes, que tu chéris. Voilà, Saint-Valentin qui est passé tout à l'heure, les gens ont prouvé leur amour. Imagine que ton amour, pour une simple élection, c'est-à-dire élire un président de la République, tu perds ta femme dans des conditions, mais
inhumaines. Tu perds ta femme dans des conditions inhumaines. Donc, ça te laisse des trucs quand on parle de politique. Vraiment, tu es méfiant parce que tu sais ce que ça t'a laissé et tu ne veux plus avoir de plus. Tu vois? Donc, il y a ces cas. D'autres ont perdu des biens. Il y a des gens qui ont pris de l'argent en banque pour construire des maisons, pour acheter des biens. Et la guerre est venue, ils ont tout perdu alors que la banque les coupe. Regarde comment ils ont perdu. Des deux côtés, ils ont perdu. Donc aujourd'hui, la guerre leur a laissé aussi des séquelles. Donc quand on parle d'élection, mais ils sont méfiants. Ils sont méfiants. Et il y a l'autre catégorie de personnes que je dis indifférentes. C'est des personnes qui, pour elles, pensent que la politique, c'est un moyen de source de revenus. Ou bon, une école, un cadre d'école, où des gens peuvent aller avoir des diplômes et puis faire la profession de leur diplôme. Mais les gens qui disent, oh non, moi je ne suis pas allé loin à l'école, c'est vous les étudiants, en tout cas la politique là, elle est faite pour vous. Moi en tout cas, nous on vous soutient, moi je ne suis pas allé à l'école. Et il y a des gens qui, ça ne les intéresse même pas même. Ils sont au quartier, jouer leur dame, jouer les jeux hasard, comment on appelle ça maintenant, Isbet, les trucs comme ça, l'auto, c'est tout ce qui les intéresse. Il y a un autre groupe de personnes qui sont des sorciers. Et c'est la sorcellerie qui les intéresse. Comment ils vont faire? Ils vont voler la nuit. Là-bas, il n'y a pas de dire que le président a pris décret. Là-bas, le président ne va pas faire un décret pour dire ce soir qu'ils ne volent pas. Mais la vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. Donc, juste, c'est un peu charité. Et je voudrais vraiment terminer sur le dernier point et la dernière catégorie. Pour ces jeunes-là, quand on parle de politique qui gardent espoir, comme moi je suis de cette catégorie. Figurez-vous, quand on prend le pays, le Bénin ou le Ghana, dans les années 1958, c'est des pays, c'est des nations qui ne pouvaient pas finir une seule législature. Il y avait des crises militaires. Des crises, des coups d'État. Oh, quand il y a un coup d'État, c'est la réprobation générale. Les institutions reviennent à zéro. Les gens bateaux qui viennent d'être élus, ils sont contents. Je touche du bois, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et Isaïe 7 l'a dit. Mais quand c'est un coup d'État, tous les gens bateaux, les 10 millions, tout ça, c'est annulé. C'est ça, on dit réprobation générale. Ça veut dire que tout revient à zéro. Tout est annulé. Et ces pays-là n'ont jamais connu une législature normale. Ces pays-là n'ont jamais connu une législature normale. Mais aujourd'hui, au Ghana, une élection présidentielle se passe comme une journée ordinaire. Oui, les gens sont tranquilles. Les gens sont tranquilles, c'est comme une journée ordinaire. Et les dernières élections présidentielles qui se sont passées, le président de la République, un président en exercice, organise les élections. Il les paie. Il paie les élections. Non seulement il paie les élections, mais il paie la majorité au Parlement. Aujourd'hui, au Ghana, un opposant peut rêver d'être président de la République. Un opposant peut se lever pour aller faire de la politique. Mais avant, ça n'existait pas. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple des années antérieures pour dire qu'on ne pouvait pas rêver, puisque une seule législature ne pouvait pas être finie. C'est pour dire qu'il faut garder espoir. L'espoir peut être gardé. Donc aujourd'hui, pour revenir encore à votre question, si vous avez posé une question de savoir pourquoi même les jeunes aussi ne s'intéressent pas toujours. Dans la même mouvance de cette réponse, j'avais dit qu'il y a d'abord la méfiance vis-à-vis des institutions. Voilà, ils n'ont pas confiance aux institutions. Est-ce que les institutions sont dans la justice? Est-ce que les institutions tiennent parole parce qu'ils prennent des engagements qui ne tiennent pas? Donc face à cela, ça les décourage. Oui, sur la grande question, je suis partant avec, parce qu'on se souvient en 2010 où le président de la Cour constitutionnelle avait dit que le gouvernement Gbagbo avait gagné les élections. Et puis après, on a dit que non, c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné, ça a créé des confusions. Donc tout ça, c'est. Les gens, ça crée un trouble en fait. Évidemment, donc sur ce coup-là, il y a d'abord crise de confiance vis-à-vis des institutions régaliennes. Donc cela crée la méfiance chez les jeunes qui les empêche de s'engager en politique. Aussi, il y a aussi le besoin de survie. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle communément les petits jobs-ci, ils vont aller se chercher. D'autres se prennent en charge. Voilà, je vous arrête. Allez-y. Mais le chômage, c'est partout dans le pays. Oui, le chômage. Les hommes du chômage quand même. Non, en fait, je ne suis pas en train de toiser le chômage. Je suis en train de dire qu'il y a des jeunes qui se cherchent.
Mais ils se cherchent. C'est-à-dire que pratiquement dans tous les pays, les jeunes se cherchent. Oui, mais les jeunes se cherchent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un facteur. Puisqu'il y a des jeunes, même d'autres se cherchent, ils font de leur cherchement une activité principale qui les installe, hein, qui fait qu'ils font un foyer. Ils font de Donc, l'entrepreneuriat. il y en a d'autres qui, par exemple, se scolarisent eux-mêmes. Donc, ils vont aller chercher de l'argent, ils vont faire des petits jobs. Donc, ça fait que l'activité politique est une activité secondaire pour lui. C'est-à-dire qu'il relègue ça au second rang. Sa priorité, là, c'est ce qui lui donne à manger, c'est ce qui peut lui permettre de payer son petit document à l'école. Parce que papa n'est pas en mesure de lui assurer la scolarité. C'est lui-même qui se prend en charge. Donc, pour ça, la politique aussi, les activités politiques demandent la disponibilité, demandent le temps. Donc, entre la disponibilité de la politique et la disponibilité qu'il peut avoir pour se procurer un document, avoir de quoi manger, il priorise ce qui lui donne de quoi manger, de quoi se scolariser, de quoi se préparer un avenir. Surtout que dans certains partis politiques, les générations ne changent pas. Les mêmes gens qui sont là, c'est eux qui sont là. On ne donne pas la main aux autres jeunes, c'est-à-dire aux nouvelles idées. Mais quand vous, un instant Laura, quand vous dites que les jeunes, en quelque sorte, par manque de moyens, par manque d'opportunités sociales, arrivent à ne plus s'intéresser à la politique, donc préfèrent d'abord chercher à se nourrir, nourrir le ventre. C'est ce que vous avez dit. Oui. Mais on se souvient tous que lorsqu'il y a des meetings, c'est les jeunes qui sont les plus nombreux à des meetings. Bien sûr. Mais comment ça se fait que ces personnes, ces mêmes jeunes-là, qui vont en priorité chercher à se nourrir, et ils sont encore ces mêmes jeunes-là qui se retrouvent dans les meetings à remplir les stades. Je pense qu'il y a Mais dans la politique, il y a un manque de cohérence. J'en viens. Dans la politique, il y a ce que vous appelez meeting, c'est la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire que c'est une idée, c'est une préparation. C'est l'accouchement de quelque chose qui a été préparé. Mais où et par qui? C'est-à-dire, toi et moi, si on décide tout à l'heure de faire un meeting, mais on s'assoit, on travaille sur une idée, sur ce qu'on veut atteindre. Donc, c'est un objectif. Maintenant, pour cela, il faut s'asseoir d'abord. C'est des gens qui travaillent sur l'idée d'un meeting, de son opportunité et de sa pertinence. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça peut? Est-ce qu'il faut? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut analyser, mais c'est des personnes qui analysent. Et c'est des gens qui sont là quotidiennement, c'est-à-dire qu'ils font de ça une activité principale. C'est des gens qui sont là, qui étudient le terrain, le besoin, l'opportunité, qui jugent de l'opportunité, de la pertinence et qui calent des programmes. Donc, faire un meeting politique, c'est un programme pour des jeunes qu'on va chercher moyennant l'argent. Mais pour qu'on en arrive là, c'est tout un programme. Ah bon? Bien sûr. Allez-y. Donc, c'est ça. C'est ce que je vais dire. D'accord. D'accord, on va rouler dans le débat. Allons-y. Parlons maintenant, vous avez parlé des institutions. Je pense que c'est quand même un gros sujet. Le domaine de l'employabilité, vous avez parlé de ça. Mais allons-y sur les institutions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la CEI n'est pas crédible face aux Ivoiriens? Monsieur là, vous êtes en face des Ivoiriens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le travail que fait la CEI n'est pas crédible? Parce que je crois que le mandat de la CEI vient d'être terminé. Voilà, pour ce mandat, il faut. Le président, voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut encore. Parce que le débat était sur la toile publique. Il y a une voix même sur des chaînes de télé, il y a eu le débat. Mais vous êtes jeune. Comment est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se séparer de la CEI ou bien est-ce qu'on doit ramener au ministère de l'Intérieur? C'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que ça fait partie aussi de ce désintérêt des jeunes. C'est-à-dire que selon vous, ces ne sont pas crédibles. Je n'ai pas la prétention de juger de la sincérité, de la loyauté de la CEI vis-à-vis des Ivoiriens, en toute franchise. Mais ce que je veux dire, parce que je pense que le président cubain, il fait son travail. C'est que le président tout à l'heure a fait, où j'ai lu en tout cas sur la toile comme tout le monde, le président dit on a amélioré le système électoral. J'ai lu ça quelque part, venant du président. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, on fait attention à tout ce qu'on lit parce que vraiment l'information est un peu partout et il faut vérifier la véracité de la source de toute chose maintenant avant de s'appuyer sur ça comme source pour parler publiquement parce que la parole publique engage beaucoup. La parole publique engage beaucoup. Donc, pour certaines questions, il faut être sûr. Voilà, il faut être sûr. Donc, aujourd'hui, tout ce que moi je vais dire, c'est que ce dont le peuple ivoirien a besoin, ce n'est pas
un appareil. On a besoin des hommes forts. Ok. On n'a pas besoin d'un appareil. Donc on a Puisque ce sont des hommes qui animent ce qu'on appelle CEI, on va donner ça au ministère de l'Intérieur. Puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait, avant, il y a eu méfiance. Donc on a donné à un organe dit indépendant. Oui, et aujourd'hui encore, on doute encore de son indépendance. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas les institutions le problème, ce n'est pas les organes le problème, mais aujourd'hui ce sont les hommes même qui incarnent ces institutions qui sont le vrai problème. C'est à eux-là qu'il faut enseigner l'amour du pays. Mais eux, peut-être qu'ils sont en train de partir, ils sont en train de laisser des leçons. Aujourd'hui, les gens sont en train de regarder la politique. Les gens regardent de loin. Il y a des analyses, il y a des gens qui observent. Mais pour la relève, c'est pour la relève que nous travaillons aujourd'hui. Pour ceux qui vont venir après, il faut enseigner la responsabilité citoyenne. Comme vous l'avez dit, nous sommes à la fin d'un nouveau cycle. Voilà, d'un cycle. Nous sommes à la fin d'un cycle. Il faut enseigner la responsabilité citoyenne. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Voilà, il y a cette phrase qui dit la belle femme ne donne que ce qu'elle a reçu. Oui, ne donne que ce qu'elle a reçu. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de voir. Et ce qu'ils voient, c'est l'exemple. Donc demain, s'il y a un jeune qui est appelé à être président d'une commission, demain ça peut ne pas être même la CEI, mais d'une commission en charge de l'organisation des élections, quel sera son exemple? Sur quoi va-t-il s'appuyer? Quelle sera sa force? Quel sera son stimulant? Aujourd'hui, il faut des hommes forts à la tête de nos institutions. Mais bien sûr, il faut des hommes forts. On n'a pas besoin des institutions fortes. Pour une institution forte, je vais dire pour une institution forte, il faut des hommes forts. Des personnes républicaines qui sont animées par un devoir. Peut-être capables de casser un arrêté. Qui sont animés par un devoir de gratitude. Ouais, devoir de gratitude parce qu'ils ont l'amour du peuple, mais c'est un président qui le nomme. Oui, parce que président. Mais ça se fait dans tous les pays. Hein. Voilà, donc le président l'a nommé, il y a des gens qui pensent que. On a vu ça au Sénégal. Ils ont un devoir de reconnaissance à l'égard de. Non, tu dois travailler pour ton pays. Le sens du patriotisme. Le sens du patriotisme. Un sens très élevé du patriotisme. Et c'est à cela qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas, les Ivoiriens, mais surtout la relève. Puisque moi, je vois beaucoup la relève. Ceux-là, ils ont déjà fini. Ils sont en train de partir, mais qu'est-ce qu'ils laissent comme héritage? C'est l'héritage là que nous devons travailler, éclairer la lanterne, en tout cas de ceux qui feront la relève pour une Côte d'Ivoire, en tout cas rayonnante dans la sous-région. Ok, c'est bien compris. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont instrumentalisés dans la scène politique? Parce que souvent on voit qu'il y a des campagnes, on leur donne. Les jeunes sont instrumentalisés et c'est clair, c'est connu de tous. Les jeunes n'ont pas de réel. Les jeunes ne sont pas impatients. Ça, c'est d'abord un. Les jeunes militent dans des partis politiques, pas par conviction. D'autres même pas par conviction. Ah bon? Non. Ça, c'est grave ça. Oui, beaucoup. Pas par conviction. Ils ne connaissent même pas la ligne éditoriale de leur parti. Ils ne savent même pas quel est le statut. Tout cela même ne lisent pas. Ils suivent des modèles, ils suivent des vieux pères, ils suivent des parents, ils suivent des leaders de région. Ils sont dans le déni politique. Quelqu'un me disait, il dit, le temps qu'on donne, c'est 2000. Lui, ça va. C'est grave. C'est grave. C'est malheureux même, je veux dire. Et l'avenir est inquiété. Parce que c'est ceux-là qui sont la relève. Aujourd'hui, lui qui te donne tes 2000, il n'est pas éternel. Demain, il va avoir ses 100 ans, ses 140 ans, c'est ce que je leur souhaite. Mais il va partir. Il va tirer sa révérence. Et il est appelé à être remplacé. Au lieu de te former à l'idée de la responsabilité de ton pays, tu t'es contenté de 2000 francs qui ne peut même pas t'assurer 2 jours de suivi. C'est dangereux et c'est malheureux. C'est pourquoi nous sommes tu as sacrifié le sens du patriotisme pour ne serait que 2000 francs. Et pour l'avenir, tu sacrifies l'avenir. C'est tout un avenir qui est hypothéqué. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont dans la défiance entre frères ivoiriens. Vous avez parlé aussi du problème de l'employabilité. Peut-être que c'est ce qui fait que généralement aussi. Ils ont oublié de se soucier à ça. Oui, mais le problème de. C'est malheureux. Non, c'est un problème, on va dire, très profond, franchement. Qui est général, ou j'ai envie de dire même mondial. Voilà. C'est un problème qui est mondial. Donc, il faut que les jeunes eux-mêmes aient la culture de l'entrepreneuriat. Il faut que les jeunes eux-mêmes entreprennent. Il faut qu'ils entreprennent parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. C'est pas possible. Et il y a les accouchements. Chaque fois, il y a les gens naissent, tu vois.
Ils sont là. Hier, on était à 1 million, 2 millions, 3 millions, 15 millions, 23 millions. Ça monte, ça augmente. Il y a la démographie monte. Et ça, il faut que chacun soit en mesure de faire quelque chose à côté parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. L'État peut créer les conditions pour que vous soyez éligible au marché de l'employabilité. Mais l'État ne peut pas vous embaucher, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Donc, un instant pour caricaturer ce que vous avez dit, si l'État crée les conditions pour que les jeunes puissent s'insérer, ça va créer un engouement pour que ces jeunes-là puissent s'intéresser à la politique. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Ça va créer un engouement. Si j'ai un toit, j'ai ma petite maison, j'arrive à vivre aisément, je peux aller voter tranquillement. C'est ce que vous dites. Oui, bon, déjà, comme tout à l'heure, vous étiez en train de parler puisqu'on parlait des jeunes à qui on donnait 2000 francs pour aller faire truc, donc moyennant l'argent. Et donc là, vous dites, peut-être que c'est le chômage. Donc je dis, maintenant, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, pour ce qui peut les encourager à la politique, je pense que c'est d'abord un éveil de conscience. Il faut les appeler à leur responsabilité. Évidemment, quelqu'un qui est indépendant financièrement est libre de tout. Quand tu es libre financièrement, quand tu es en mesure de toi-même payer ton sac de riz, tu es libre de tes choix, de tes décisions. C'est pourquoi je dis, il y a des communes, Abidjan ici, j'y habite, donc c'est pas là, c'est ici, je peux prendre l'exemple facilement, puisque le débat est généralisé. Abidjan ici, il y a des communes dans lesquelles on ne peut pas blaguer, pour être simple, 2000 francs, donner 2000 francs à quelqu'un qui te suit. Non. Il y a des communes à Abidjan ici. Quand tu prends la commune de Cocody par exemple, c'est une commune où on ne peut pas blaguer quelqu'un avec de l'argent. C'est ce que tu proposes. Voilà, c'est ce que tu proposes, tu les intéresses. Ici, à Cocody, les gens font marcher les 300 000 francs pour le mois. Ah bon? Non, mais ils ont les frigos remplis. Toi, tu vas venir là donner quoi? 300 000 francs, ça même, je ne dis rien. Ça même, c'est le bas mot. Ouais. Ça, c'est le bas mot. Et je dis le mois. C'est-à-dire que l'autre mois encore, c'est pareil. Donc, c'est des gens qui n'ont rien envié, qui n'ont pas faim, qui mangent. Donc, quand toi, tu viens comme ça, c'est un programme politique illégal. Donc, ceux-là, tu ne peux pas les blaguer avec de l'argent. 5 000 francs, tu ne peux pas les blaguer avec ça pour qu'ils te suivent sans programme ou sans avenir. Non. Qu'est-ce que tu proposes pour maintenant et pour l'avenir? C'est ça, ils vont regarder pour te suivre. Donc, pour dire que, à l'instar de ces gens-là, c'est une manière de dire que le travail a franchi. Quand tu es autonome, une autonomie financière, tu es libre de tes choix, de tes décisions. Quelqu'un dit non, moi je ne suis pas d'accord. Mais quelqu'un qui te donne toi-même ta pitance du mois, il peut dire quelque chose et puis il va dire qu'il n'est pas d'accord. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Voilà, la main qui donne est celle qui ordonne. Non, mais ça devrait être parce que oui. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Donc, si quelqu'un qui, malgré que, c'est pourquoi je disais dans l'une de mes publications, par moment je fais souvent des statuts WhatsApp, je disais qu'il y a des hôtels qui donnent la visibilité, mais qui coûtent la crédibilité. Ah bon? Oui. Donc, il y a des hôtels, qui donnent la visibilité, c'est-à-dire que ça peut être un endroit ou bien 5 étoiles. Il va dire que ça peut être un boulot. Ah ok, qui te donne de la visibilité, ça peut être un plateau télé. Okay. Il y a des gens qui sont célèbres, des gens, comme on le dit à l'Ivoirien, ils ont allumé télé sur lui. Donc on leur donne de la visibilité. Mais cette visibilité te coûte de la crédibilité. Ça veut dire que tu n'es plus crédible. Parce que tu es obligé de défendre les défendables. Tu défends les défendables. Donc, tu n'es pas crédible. C'est vrai, il y a la visibilité sur toi. On voit des gens sur les plateaux télé, ils sont connus. C'est la visibilité. Mais ils ne sont pas crédibles. Le prix de cette visibilité, c'est qu'ils perdent leur crédibilité. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Tu sais très bien que c'est juste. Mais tu ne peux pas critiquer parce que lui qui t'envoie sur le plateau télé, après l'émission, il y a 1 million qui t'attendent. Donc, pour défendre ça, tu es obligé de dire des âneries. Oui, tu dis des choses qui sont pas. Donc, toi-même, tu sais que dans ta conscience, c'est pas ça. Mais c'est de ça que tu vis. Tu n'as pas envie de ça. Et ça t'a déjà fautré dans un bus auquel tu n'étais pas habitué et pour lequel tu n'es plus prêt pour abandonner. Donc, tu es dedans.
Et eux aussi, ils ne vont pas vouloir te faire monter. Parce qu'ils te veulent là. Toujours là, ils te veulent là. Il y a des gens, ils veulent, avec la visibilité qu'on leur donne, ils se font un peu de contact, ils se font un peu de trucs, ils sont un peu partout. Maintenant, après, ils veulent grimper, ils veulent gravir l'échelon. Mais ceux qui les tiennent par contre disent non, ça ne marche pas. Je te veux là où tu es. C'est à ce boulot qu'elle t'a appelé, il ne t'a pas dit ça va monter. Donc, ils ne vont jamais monter. C'est pourquoi je dis ça coûte beaucoup. Ce que ça donne. D'accord, ok, c'est bien compris. On va évoluer. Bien sûr. Alors, parlons maintenant du cas de l'éducation nationale. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ma conception, peut-être que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique parce que ce n'est pas enseigné dès le secondaire. J'ai lu la Constitution, je crois, en son article 28. La Constitution elle-même, quand on est son article 28, c'est écrit là-bas que la Constitution elle-même doit être enseignée dès l'école secondaire. Et l'enfant, dès qu'il a atteint la seconde, on doit commencer à lui apprendre la Constitution. Comme ça, quand l'enfant a le bac, il a des notions de la culture politique. Il sait que le vote c'est important. Mais ce n'est pas le cas. On ne comprend pas pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, la culture politique n'est pas encore enseignée dans nos systèmes secondaires. C'est quoi votre analyse par rapport? Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? Parce qu'ils ne comprennent pas le système. D'abord, la politique, la Constitution même d'abord, ne parle pas que de la politique. Voilà, la Constitution, c'est l'ensemble des règles pour faire qui encadrent la vie en société. La loi fondamentale. Voilà, c'est la loi fondamentale. Voilà, en tout cas, c'est la loi fondamentale sur laquelle se repose même la vie d'une nation. En tout cas, c'est sur cette loi-là que tout est appuyé. Donc, dans une nation, il n'y a pas que politique. Voilà, parce que tous les citoyens d'une société ou d'une nation ne sont pas organisés au sein des partis politiques. Tout le monde n'est pas dans le parti politique. Tout à l'heure, j'ai catégorisé. Il y a des personnes qui sont indifférentes, qui ne sont pas victimes de guerre, même politiquement, on leur dirait. Si on a comme ça, il y a mon tonton qui fait politique. Oui, c'est complètement. Donc, la Constitution même règle tout ce qui est vie même en société. Voilà, donc il n'y a pas que la politique. Maintenant, la politique aussi, il ne peut pas avoir une école pour dire que voici comment on a fait la politique. Ou bien comment. Il peut y avoir des mécanismes d'encadrement de la politique. C'est-à-dire comment on fait la politique selon. Non, j'en viens de la politique. Non, le sens de la politique, j'en viens. Je vais dire que la politique doit être une mission. La politique doit être d'abord une mission personnelle. C'est-à-dire qu'un sens de responsabilité, un devoir citoyen. C'est-à-dire que toi-même tu t'élèves, tu sais que ton pays t'appelle. Mais justement, comment on explique ça? Comme que les autres pays, ça se fait. On explique ça pour dire que lorsque tu te lèves le matin, tu sais que tu fais partie de ton pays. Tu es un patriote. Non, oui, il y a le sens du civisme. Aimer son pays. Aimer son pays n'est pas forcément faire de la politique. Oui, il faut faire la différence aussi des choses. Voilà. Il ne faut pas aussi confondre les choses. Aimer son pays, attaché à sa patrie, être un bon citoyen, sans être dans un parti politique, sans prendre le micro pour dire votez-moi, si vous me votez, là où il n'y a pas de goudron, je vais mettre goudron. Non. Un bon citoyen qui est attaché à son pays peut se battre pour son pays. Peut se battre pour son pays. Il se lève le matin, il voit la poubelle est sale dans la rue, les choses ne sont pas à leur place. Il peut tout simplement prendre une saleté là, mettre ça dans la poubelle et défendre le drapeau partout, même se spécialiser dans une activité avec tout l'amour de la patrie, dans l'idée d'hisser au sommet le drapeau ivoirien, le cas de la Côte d'Ivoire. C'est grave. Il y a 25 millions de jeunes en Côte d'Ivoire. Il n'y a que maximum 2 millions qui vont participer au vote. C'est grave. Oui, mais pour la Côte d'Ivoire, pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a un contexte qui résulte ou bien qui justifie ce résultat, qui justifie ce taux de participation triste. Il y a un contexte qui justifie ce taux de participation triste. Voilà, on est dans un, on va dire, contexte politique d'une génération qui n'a pas encore fini de se venger l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Expliquez. Ça veut dire qu'on a en face de nous des grands hommes politiques qui, depuis un demi-siècle, occupent la scène politique. L'un après l'autre, l'autre après l'autre. Et ça devient compliqué, et ça emporte des générations. En Côte d'Ivoire, on parle des trois grands. Vous avez dit on est dans un cycle, c'est ça? Oui.
pratiquement un demi-siècle, Oui. où les mêmes acteurs politiques sont encore là. Oui, c'est vrai que bientôt ils vont partir. Mais vous avez dit qu'ils sont très se venger entre eux. Et ça, dans vos propos. Oui, je vais dire que. En fait, pourquoi un instant, parce que on a vu quand le mois dernier, je crois que c'est sur moi-même, le président du COJEP, Charles de Goudé, qui a appelé au rassemblement de la gauche, voilà, qui a fait une conférence de politique que voilà, là, on veut la paix, il faut qu'on se rassemble maintenant pour aller maintenant au front. En 2030, il faut qu'on se mette ensemble. Mais puisque vous parlez de vengeance, je pense qu'il n'y a plus de vengeance. Mais vous-même vous dites il appelle. Quand on appelle, c'est qu'il y a le besoin. C'est-à-dire il appelle à ce qu'on vienne à la paix. Il faut qu'on se réunisse. Donc là où on parle d'union, là où on appelle à l'union, c'est qu'il y a des unions. Là où on appelle à ce qu'on s'unisse, c'est qu'il n'y a pas d'union. Là où on demande à ce qu'on ait la paix, c'est qu'il n'y a pas la paix. C'est une demande. Le fait d'avoir ce qu'on n'a pas. Donc je veux la paix. Parce qu'il n'y en a pas. On ne peut pas demander ou bien vouloir ce qu'on a comme acquis. Okay. Donc on ne peut pas être unis. On va demander à ce qu'on soit unis. Et justement, je le disais tout à l'heure, ce résultat triste, c'est le découlement d'une génération qui n'a pas encore fini d'en découdre. Et donc nous sommes en train de partir allègrement vers la fin. Et c'est cet espoir-là que nous gardons. D'accord. Par contre, je rappelle aussi qu'en 2021, on a pris la tête de quelqu'un pour faire un match un ballon de football. C'était à la honte, franchement. Malheureusement, c'était des scènes. Et les mêmes acteurs viennent tout le temps nous dire non, n'allez pas voter, la Chine n'est pas transparente. Après, on nous dit de voter. Finalement, on se voit qu'il y a beaucoup d'incohérences. C'est la même génération. C'est la même génération. Sinon, le taux de participation, d'autres ne sont pas allés voter. Moi, je dis qu'il faut que les jeunes même soient réellement animés de l'amour même du pays. En toute sincérité, en toute vérité. Parce que beaucoup sont dans le déni politique. Est-ce que le centre de service doit être obligatoire? Parce que si on veut animer les jeunes pour de l'amour de leur pays, il faut que le centre de service civique doit être obligatoire. Mais qu'est-ce qui même a été obligatoire, même qui est toujours devenu effectif? Tout ce que même on a rendu obligatoire même. C'est-à-dire que même on contraint même les gens. On dit quand tu tues même, en Côte d'Ivoire ici, à un moment donné, il y avait eu même la peine de la mort. Justement pour dissuader ceux qui peuvent commettre des infractions, maintenant même qui pouvaient causer la peine de la mort, juste pour réduire le banditisme. Il y avait la peine de la mort. Mais les gens ont continué, ça ne les a pas effrayés. Donc, quelqu'un même, on veut protéger la société. Pour ça, on fait des règles pour les effrayer un peu, pour qu'ils soient un peu en règle. Mais malgré ça, ils violent ça, et puis on les tue. Mais si les gens qu'on est censé protéger, on doit encore les tuer, on fait quoi alors? Donc, il faut maintenant faire la prison à perpétuité. Voilà comment on revient d'un système comment on appelle, de peine de mort à un système de prison à perpétuité. Mais malgré ça encore, ça n'empêche pas, même quand on va faire même un système où le système de ce que vous proposez tout à l'heure obligatoire, qui a dit même que les gens même vont s'y mettre? J'ai dit que ça il faut pas, ça doit venir de faut soi, pas obliger. Il faut montrer. Tout à l'heure, si je te dis, Yann, va à l'école. Si je prends une chocolat, va à l'école, je te chocolat, je te suis. Et puis te faire asseoir. Ça me y a ma peur, franchement. Entre Yann, je prends une chocolat, je te chocolat, va à l'école. Je te dis, va à l'école. Je suis un peu méchant, il ne rigole pas. Entre ça, et puis je te fais asseoir. Yann, mon fils, faut t'asseoir. Et puis je te montre le bien fondé de l'école. Je te montre les bienfaits de l'école. Je te montre les résultats de l'école. Si tu vas à l'école, comment une école peut t'éclairer? Comment l'école peut te distinguer? Comment l'école peut te rendre vraiment dans ta génération une personne extraordinaire? Je peux te donner des exemples, je peux te donner des choses. Et quand tu prends conscience, en ce moment, toi-même, tu vas à l'école pour toi. Or, si c'est la choucroute qui est derrière toi, par peur, tu vas sans avoir conscience même de pourquoi tu t'en vas. Tu veux juste éviter une choucroute. Donc là où il y a moi, c'est pourquoi j'appelle au sens du dialogue. Non seulement du dialogue, mais je veux dire même à l'éveil des consciences. C'est-à-dire que enseigner. Enseigner ce qui est dans ta tête. C'est ce qui te fait. En fait, je comprends, c'est le changement de mentalité. Le changement de mentalité, c'est la mentalité.
faut changer. C'est la mentalité qu'il faut. On n'a pas besoin. Même tout à l'heure, même si je te donne du travail, même si je te mets dans un truc fait, c'est ta mentalité qui va faire avancer, ou bien c'est ta mentalité qui va faire régresser. Si tu es corrompu, ta mentalité, si tu es un homme corrompu, si je t'ai donné tout à l'heure quelque chose qui est censé nous faire avancer, nous tous, mais pas ta mentalité qui est déjà même corrompue, nous tous, tu vas nous régresser. Tu vas nous régresser. Tout est une question de mentalité. Donc pour moi, il faut soigner la mentalité. Il faut qu'on ait de bons citoyens. Voilà, il faut qu'on ait de bons citoyens. Et cela passe par un enseignement, cela passe par un éveil de conscience. Il faut montrer le bien fondé de la politique. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir la politique comme quelque chose d'effrayant. Non. Il faut montrer le bien fondé, il faut enseigner la bonne politique. Pour dire que ce qu'ils voient, c'est la réalité. Il faut que la dénoncer montre l'exemple aussi. Pour montrer, pour dire à ce jeune-là, ce qu'il voit là, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité est différente de la réalité. Et la vérité arrive, elle est plus loin. Et la vérité arrive, elle est plus loin. Merci M. Labo, on va continuer. Alors il y a des jeunes qui m'ont approché, qui m'ont dit que aujourd'hui, ils n'ont plus confiance au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a 3 pouvoirs. Oui. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. On se souvient tous tout récemment, lorsque le président de la République a appelé tous les députés du RHDP à se rencontrer au siège, je dirais, au palais présidentiel, voilà, pour faire une réunion dans le cadre du RHDP, pour pouvoir nommer celui qui allait prendre la tête du siège du RHDP pour le poste du président de l'Assemblée nationale. Et ça a été une bombe, un éclatement. Les gens ont vu sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce que le législatif peut s'insérer dans l'exécutif? Est-ce que c'est cohérent? Comment est-ce que les députés du RHDP peuvent aller faire une réunion au sein du palais présidentiel alors que c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Ivoiriens, alors qu'eux-mêmes ont leur siège qui est situé à Cocody? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de. C'est juste pour le peuple de Côte d'Ivoire? C'est quoi votre avis? Est-ce que tout ça aussi ne crée pas tu irriterais la décision politique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoirs séparés. L'exécutif est en même temps le judiciaire et il est en même temps le législatif. Et je vais continuer encore. Lorsque la présidente de l'Assemblée nationale, du Sénat, Mme Kanga Kamara, son excellence Kanga Kamara, a eu à faire la rentrée plénière des sénateurs. Mais le président de l'Assemblée nationale, M. Parti Kachi, a été invité par le président de la République. C'est-à-dire qu'il est parti en tant que représentant du président de la République. Alors que lui, il est l'exécutif. Donc l'exécutif ne peut pas inviter le législatif. Ça ne crée pas une certaine forme de conformité. On a l'impression que voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoir séparé. Et ça, c'est inquiétant. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Déjà, je veux revenir sur la première analyse. Pour dire que l'analyse est un peu faussée. Quand je dis faussée, quand vous dites ingérence de l'exécutif, du Parlement, en ayant regard sur le spectacle d'un parti politique qui aurait eu sa réunion convoquée, ses membres politiques au palais présidentiel. Je veux dire, ceux qui sont partis au palais présidentiel, ce ne sont pas des députés, ce sont des militants RHDP. D'accord. Ce sont des militants RHDP. Mais on a vu le communiqué. Mais le communiqué, c'est un communiqué RHDP. Lui qui a convoqué le communiqué même, mais pourquoi il y a même encore. Pourquoi ça fait jaser les langues? Pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre? Justement parce que c'est un parti politique et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, les a convoqués en qualité de président de parti, pas en qualité de président de la République. Pas en qualité de président de la République. Voilà ce qui est encore plus choqué. Sinon, le palais présidentiel, qui est président en qualité de président de la République, tous peut inviter les députés de la nation. Mais ça mais ceux qui sont partis, non, je vais finir, mais je vais dire que ceux qui sont partis, c'est en qualité de militants RHDP pour prendre instruction de leur chef de parti. Vous dites, vous qui êtes élus là, en tant que militant RHDP là, tout cela en ce moment, ils sont militants RHDP. Le concept, le X, c'est quoi? C'est qu'ils ont leur siège. Oui, ils ont leur siège. Ils ont leur siège. Bien sûr. Pourquoi ils sont au palais présidentiel? Ah bon, là, moi, je n'ai pas compris.
Et je peux dire que j'ai eu En fait, c'est ça. le même regard, j'ai eu le même regard, j'ai eu la même analyse, j'ai eu le même questionnement. J'ai dit, mais ils ont un siège. Assez équipé. Ils ont un siège qui est en capacité d'arrêter, je pense que tous ces cadres de ce parti. Mais le choix a été porté sur le palais présidentiel. Je me disais que c'est un truc, en tout cas, de travail, tout ça et autres. Mais bon, le choix a été porté et je ne sais pas ce qui justifie ça. Sûrement une loi à vigueur que j'ignore. Je ne sais pas, il y a des dispositions. Peut-être même que ce n'est pas interdit. Franchement, je ne sais pas. Mais pour moi, de ma petite compréhension, de ma petite observation politique du terrain que je fais, je me dis un parti politique qui convoque seulement, c'est à son siège. Donc parce qu'il les a convoqués en tant que membre d'un parti politique. Et lui-même, en ce moment-là, il n'avait plus son statut du président de la République. Il avait son statut du président du parti. C'est en cette qualité-là qu'il les avait convoqués. Donc, pour moi, de ma petite appréciation, je me dis que l'idéal, c'était de les recevoir au siège. Mais peut-être que ce n'est pas aussi interdit de les recevoir au palais présidentiel. Peut-être que les pouvoirs qui nous ont précédés, les pouvoirs antérieurs aussi ont fait de même. Et ce n'est pas aussi trop truc. Franchement, je ne sais pas. Mais je peux dire que je n'ai pas... à la première vue, ça m'a un peu choqué personnellement. Mais peut-être que si j'approfondis certaines choses, je peux être... on va dire désenchanté. D'accord. Merci. Je pense qu'on a tous bien compris. L'honorable là vous a bien expliqué. Donc il n'y a pas à avoir peur. Voilà. Ça fait partie de la politique. Ça fait partie de la vie de la nation. D'accord, on va progresser. Le débat est chaud. Ouais. Si tu as les champs, parce que. D'accord, ok. Dans mon élément. D'accord, ok, super, super. Alors, c'est quoi vos conseils que vous pouvez donner à des jeunes qui veulent s'intéresser à la politique? En toute sincérité, quels sont vos conseils que vous pouvez donner à des jeunes qui vous regardent aujourd'hui comme modèle dans vos différentes activités? On va en parler par rapport à vos activités, mais d'abord, qu'est-ce que les conseils que vous pouvez donner à des jeunes pour qu'ils puissent vraiment s'intéresser à la politique? Parce que ça fait peur. 2 millions sur 25 millions de jeunes, franchement, ça fait très peur. Mais aujourd'hui, le seul conseil que j'ai à donner aux jeunes, est-ce que je dois appeler ça même conseil? Je dois dire même que faire de la politique, ou bien la politique, c'est une mission exigeante. C'est une mission exigeante. C'est une mission exigeante, ce n'est pas une option. D'accord. Je dis aux jeunes que la politique, ce n'est pas une option. Si tu n'es pas si tu n'es pas sujet de la politique, tu seras objet de la politique. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas de la politique va te faire. Effectivement. Parce que tout ce qu'on vit est encadré par des pouvoirs publics issus de la vie politique. Pas le fait de s'asseoir à la maison, derrière son salon. Non! Critiquer alors que tu ne vas pas voter. Il y a des gens, ils sont là, ils sont spécialistes dans les critiques. Et ils n'ont qu'à faire. Ils voient les foyers partout. Ils ont des belles idées, mais ils sont assis dans des salons. Les mauvais profits au bon endroit créent la régression. Répétez ça. Les mauvais profits au bon endroit créent la régression. Ceux qui occupent des postes de qualité dont ils n'ont pas, on va dire, compétence ou dont ils n'ont même pas, ils ne sont pas à la hauteur, ça va créer la régression. Parce que ceux qui ont la capacité, ceux qui ont ces compétences ne s'intéressent pas à la politique. C'est-à-dire que ceux qui peuvent être en mesure de nous conduire dans des grandes choses, ils sont assis dans des salons. Il a passé son petit concours, il a son salaire de 500 000, il voit sa fille jouer, bébé, ça va, papa, on est arrivé, il est assis au salon. D'accord. Voilà, si les musulmans, vendredi, il va prier, si les chrétiens, dimanche, il va à l'église, sa vie s'arrête là. Non, il y a plus grand que ça. Il y a une mission plus exigeante que ça. Viens servir ton pays, viens servir ta nation, parce que l'avenir de ta fille en dépend. Tu n'es pas éternel. Que tu sois en médecine, en philosophie, ce que tu aimes d'abord. Viens servir ton pays. Et cela passe aussi par la rigueur et par cette mission exigeante de la politique. Parce que c'est là les pouvoirs de décision, c'est là qu'on prépare l'avenir. C'est là qu'on prépare l'avenir du pays. Donc, qui dit prépare l'avenir du pays, prépare l'avenir de tous ceux qui y habitent, y compris tes enfants. Parce que l'avenir de tes enfants dépend de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Effectivement. On se souvient lorsque le site autonome d'Abidjan a pris le communiqué pour interdire
les engins à trois roues, oui, peut rouler, ça crée un scandale. Oui, ça crée un scandale. Et ceux qui disent que moi, je ne fais pas la politique, ils ont subi les conséquences de ceux qui font la politique. Après, il y a un ceux qui font la politique, c'est le pouvoir de décision. C'est-à-dire que c'est comme vous prenez vos biens et tout ce qui vous appartient, vous confiez ça à quelqu'un pour les surveiller. Et qui décide de ça. Donc, ne sois pas couché dans un salon. Vous confier les biens à quelqu'un qui va te spolier. Effectivement, sur séquence. Qui va te spolier, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, nous invitons tous les jeunes, toute la jeunesse africaine, toute la jeunesse même africaine, en particulier celle de la Côte d'Ivoire, pour dire que la politique, ce n'est pas une option. La politique, ce n'est pas un choix. La politique, c'est une mission exigeante pour l'avenir de tes enfants, pour l'avenir de ceux qui vont venir après toi. D'autres se sont battus pour nous voter. Aujourd'hui, on dit, nous sommes un État indépendant. Il y a encore les débats qui se poursuivent sur la question de l'indépendance, qu'elle soit vraie ou pas. Mais il y a eu indépendance. Il y a eu indépendance, le débat peut se poursuivre. Mais je peux dire qu'il y a eu indépendance, mais il y a eu des précurseurs qui se sont battus et qui nous ont balayé ce chemin de l'indépendance. Je pense que maintenant c'est bien, parce qu'avant on vous appelait indigène. Voilà. Aujourd'hui, les combats. Quelqu'un qu'on appelle indigène, c'est grave, hein? Si vous ne savez pas lire, il fallait fouiller dans le dictionnaire. Aujourd'hui, les combats ont évolué. Il y a certains combats qu'eux, ils ont fini. Il y a d'autres défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Eux, c'est à nous de les relever. C'est à nous d'assurer un avenir meilleur à ceux qui vont venir après nous. Et même pour nous-mêmes pendant que nous vivons. Parce que c'est la politique qui encadre nos vies. C'est la politique qui encadre nous-mêmes notre propre vie, je vais dire, administrative, notre vie professionnelle. Nous sommes au cœur des décisions. Oui, au cœur des décisions. Souvent, les décisions sont prises, vous êtes choqués, ah, c'est injuste, vous allez bavarder, mais pourquoi ils font ça? Ils vont écrire les commentaires, que des commentaires. Mais ça ne change pas. C'est un décret qui change la vie. Ce n'est pas un commentaire sur Facebook qui change la vie. Mais souvent, on entend dire que c'est pas pour les jeunes, c'est pour les vieux, la politique. En Côte d'Ivoire, c'est quand tu n'as pas encore atteint ce message. Mais c'est écrit où que ce n'est pas pour les vieux, que c'est pour les jeunes. Dans la Constitution, pour être candidat, même surtout même aux élections présidentielles, il faut avoir 35 ans et plus. 35 ans, c'est déjà jeune. 35 ans, ce n'est pas vieux. 35 ans et plus. Oui, pour les jeunes. Voilà un exemple de jeunesse. Voilà un exemple de jeunesse. Donc, les jeunes eux-mêmes, ils se sont réduits à une place tels qu'ils sont là pour être envoyés, pour mobiliser, il faut se jouer les aînés, ceux qui, pour prouver à ceux qui sont devant que c'est eux qui sont bien placés pour parler en ivoirien, ils sont prêts pour eux, moi je suis prêt pour toi. Ils veulent faire bonne figure juste pour avoir une petite pitance. Mais c'est qu'ils ils ont même place à prendre. Et il ne revendique pas cette place. Même l'ancien premier ministre français, il était jeune, Gabriel Attal. Bien sûr. Moins de 30 ans. Bien sûr. Les jeunes doivent revendiquer leur place dans la politique. Ils doivent avoir les pouvoirs. Donc l'âge n'est pas un handicap. L'âge n'est pas un handicap, pardon. L'âge n'est pas un handicap. En tout cas, la Constitution n'empêche pas un jeune d'avoir des ambitions politiques. C'est le jeu lui-même qui est limité. Sinon, les règles qui encadrent la vie politique en Côte d'Ivoire n'empêchent pas volontairement. C'est-à-dire que test noir sur blanc dit que bon, toi tu es jeune, la Constitution dit tel que jeune, tu ne peux pas faire de la politique. Non. La Constitution n'empêche pas. Mais c'est les jeunes eux-mêmes qui mettent une barrière dans leur tête, qui mettent une barrière dans leur ambition. Et ils sont pessimistes, et ils se limitent dans leurs projections, ils sont limités, ils ne rêvent pas grand. Une seule phrase pour la jeunesse, pour qu'ils puissent s'intéresser à la politique. Une seule phrase. À partir d'aujourd'hui, la jeunesse doit dire, aujourd'hui je me lève parce que mon pays compte sur moi. Okay. Mon pays compte sur moi et le monde me regarde. Wow, super. Le pays compte sur moi et le monde me regarde. C'est un appel. Très fort. C'est un appel du pays. Oh, mon pays me regarde. Mon pays me regarde. Donc, chers jeunes, voilà, sortez de vos salons, intéressez-vous au débat public. Comme on le fait, vous voyez. Voilà. Intéressez-vous au débat public, c'est important. Évidemment. Donc, la politique, il faut dire que les jeunes ont leur place. Et quand ils vont venir dans cette politique, il ne faudrait pas qu'ils soient
une suite de ce qu'on a vu qui a créé des crises. Il faut qu'il y ait un changement. Voilà, il faut qu'il y ait un changement. C'est pourquoi j'ai insisté sur la mentalité. Parce qu'on ne veut pas faire une politique régionaliste ici. Parce qu'aujourd'hui, dans nos États africains, j'avais dit dès l'entame de mon propos que faire de la politique, c'est proposer des idées pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais aujourd'hui en Afrique, faire de la politique, c'est gagner le pouvoir pour moi, pour ma famille, pour ma région et les impacts qui y sont rattachés. Ceux aussi qui sont en opposition, les groupes rivaux, eux aussi, au lieu de voir aussi les failles pour proposer, parce que tu peux être dans l'opposition et puis proposer. Quelque chose de concret. Oui, proposer, tu peux être dans l'opposition aussi et puis apporter. Mais eux-mêmes aussi, non. Comment eux aussi, à leur tour, leur région, leur ethnie, va aussi à leur tour venir manger, faire manger aussi leur truc. Ce n'est pas cette politique-là. Ce n'est pas de cette politique. Ce n'est d'ailleurs même pas la politique. Effectivement. On doit trouver une définition à ça. Cette politique régionaliste, cette politique tribaliste, ce n'est pas de la politique. Et c'est quoi qu'on est habitué? Est-ce que nous habitués? Non, ce n'est pas de la politique parce que c'est tout ça qui fait. Parce que faire de la politique, c'est de prendre l'appareil de l'État. Et l'appareil de l'État agit au nom du peuple. Pour le. On va dire quoi même? L'intérêt commun. Pour l'intérêt général. L'appareil étatique agit pour l'intérêt général, sans discrimination. Donc, il est inadmissible qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. Non, il ne faut pas ségréguer, il ne faut pas discriminer les citoyens. Ce n'est pas politique. Et ce qu'on dit, on ne critique pas ceux qui sont là. Mais on est en train de lancer un appel à ceux qui vont venir. C'est pour la nouvelle génération que nous parlons. Pour dire que des choses doivent être changées. Il faut s'appuyer sur la Côte d'Ivoire pour améliorer le futur. La Côte d'Ivoire de demain doit être une Côte d'Ivoire unie, prospère, dans la différence de toutes choses. Car c'est à cet égard-là que les choses vont prospérer. Est-ce que vous pensez que les débats parlementaires doivent être diffusés à la télévision? Oui, les débats parlementaires, oui. Pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe là-bas. Mais bien sûr, ça doit être diffusé, pour moi ça doit être diffusé pour voir un peu, en tout cas, qui sont ceux qui défendent un peu l'intérêt du peuple, parce qu'on est élu. On est sur la polémique du débat sur la polygamie. Oui, c'est un faux débat. C'est un faux débat? Oui, il veut dire que on traite les débats ou même les problèmes par urgence et par priorité. Donc vous pensez que le sujet sur la polygamie, c'est même la Côte d'Ivoire a un problème en ce moment. Que de s'attarder sur marier 4 femmes, marier 5 femmes, ça peut. Wow, je n'ai pas envie de. C'est juste. Oui, mais je ne veux pas distraire les choses. Il y a des sujets plus sérieux que ça. Aujourd'hui, on parle de loyer cher. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, on va dire, un groupe de pression qui prend réellement ce truc? Aujourd'hui, même les députés, est-ce qu'ils en parlent? Le loyer cher, c'est un problème. Est-ce qu'ils en parlent? Un député, il est élu dans une circonscription, mais il est député de la nation. Ça, c'est vrai. Quand je vois des gens qui vont dans leur circonscription, qui sont dans leur truc, là, en tout cas, je suis venu voir vraiment ce qui ne va pas. Je vais apporter votre voix à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on peut pas, à l'Assemblée nationale, on ne peut pas prendre une loi. Je dis que moi qui viens du conseil de la région du Haut-Central, je vais dire que je prends une loi qui va s'appliquer seulement, comment on appelle, à la région du Haut-Central. Non, la polygamie même qui fait débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si tout à l'heure on prend une loi, soit pour l'abolir, soit pour la confirmer, mais c'est sur le territoire national que ça s'applique. Donc on ne dira pas que la députée Javis, c'est ça non? C'est la Javis, voilà. La députée même Javis qui fait la proposition qui vient de Boisflé, on ne dira pas comme c'est elle qui a fait la proposition et qu'on a acté, c'est à Boisflé seulement que la polygamie se fera. C'est sur tous les territoires nationaux. Donc diffuser les débats politiques, enfin les débats qui se font à l'Assemblée nationale, à la télévision, on va voir réellement
Qui sont ces députés-là même réellement qui disent défendre l'intérêt du peuple et qu'est-ce qu'ils proposent pour améliorer les conditions de vie? Ok. Sur ce sujet, je pense qu'on aura le temps d'appeler un juriste. On va faire un sujet spécial sur la polygamie. Mais je pense qu'il faut éclairer la lanterne. Parce que, pourquoi je dis ça? La polygamie, en sein de la polygamie, il y a deux formes. Il y a la polyandrie et puis il y a la polygénie. Voilà. La polygénie, c'est lorsque un homme marie deux femmes. La polyandrie, c'est lorsque une femme peut marier deux hommes. Donc si on a pour la polygamie, automatiquement, une femme peut marier deux hommes. Donc je ne sais pas, je dis non, on n'a pas dit. Donc si la paix est votée, chacun attend sa tête, les gens après ça. Oui, en tout cas, la loi. Une femme peut marier deux hommes. La loi a un caractère général et personnel. Elle s'applique à tous. Ok, bon, c'était juste une parenthèse. Évidemment, sur le sujet. Évidemment. Bon, vous avez donné vos propositions. Ok, bon, on va parler maintenant de votre nomination en tant que nouveau coordinateur au sein de l'NDCI, l'Association nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est une sujet très sérieuse. Oui. Pourquoi on insiste là-dessus? Merci beaucoup. En tout cas, moi je suis fier. Félicitations pour votre nomination. Vous êtes un modèle pour la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Je vous suis. On regarde vos activités, vos pages. Voilà. On va parler un peu plus de la saison de Cocody. C'est là-bas que vous êtes délégué communal. Absolument. Voilà. Bon, pour les jeunes qui nous suivent, qui ne comprennent pas ce que c'est que l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous fonctionnez? C'est quoi l'Assemblée nationale des jeunes? Ok, merci M. Yann pour l'opportunité que tu me redonnes encore maintenant de parler de l'Assemblée nationale des jeunes, vraiment cet appareil qui est au service de tous les jeunes pour les former. L'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire est une assemblée de jeunesse qui défend les intérêts des jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, elle participe à la vie sociale et politique de la Côte d'Ivoire. Quand je dis elle participe à la vie politique, pas sous le sceau des partis politiques, parce que c'est souvent c'est d'abord des amalgames. Voilà, c'est une association apolitique. Donc, participe à la vie politique, c'est-à-dire l'engagement communautaire. Voilà, l'engagement communautaire. Non seulement, mais dans la vie politique, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire éclaire la lanterne des jeunes sur la vie politique. C'est-à-dire comment faire de la politique et comment mieux la faire, comment contribuer même. Justement, c'est ça le débat. Donc je pense que oui, c'est pourquoi j'ai gardé le meilleur pour la fin. On me dit que le meilleur est toujours pour la fin. Voilà, donc je pense que l'Assemblée nationale est là pour ça. Donc on a deux modes de fonctionnement. On a un mode parlementaire et puis on a un mode associatif. Donc on n'est pas différent des associations ordinaires. Seulement que nous sommes des jeunes. Vous avez un mode parlementaire et un mode associatif. C'est quoi? Quelle est la différence? C'est quoi dans le mode associatif? Qu'est-ce que vous faites? Dans le mode associatif, c'est qu'on n'est pas différent des autres associations. C'est-à-dire que les associations ordinaires que les gens connaissent, c'est-à-dire que le leadership, en tout cas développer le leadership, surtout même aussi féminin. Vous voyez, voilà. Donc on n'est pas différent des associations ordinaires de gens formés. Maintenant, le système parlementaire. Voilà, le mode parlementaire, c'est qu'on fonctionne aussi comme le Parlement même. Donc c'est une forme de Parlement en miniature. Donc on fait la promotion des lois de l'Assemblée nationale. Donc vous montrez à des jeunes comment une loi est votée. Voilà, comment une loi est votée. Voilà, c'est un mode de fonctionnement. Voilà, c'est un mode de fonctionnement. Donc ça amène déjà même le jeune à comprendre comment est-ce que le député fonctionne. Oui, comment se projeter même. Voilà, déjà s'intéresser à la vie politique. Député, voilà, on va dire que c'est une salle d'attente, en tout cas pour former les jeunes. Vraiment. Comme l'année passée, vous avez eu le prix du CNICI. Oui, en tout cas, le prix du CNICI, culture et identité. En tout cas, c'est ce prix-là qu'on a eu en tant que meilleure organisation de jeunesse. De Côte d'Ivoire. Voilà, de Côte d'Ivoire, merci pour la précision, super. Il y a vraiment des détails. Donc, il faut dire que pour une association qui est jeune, il faut rappeler sa naissance. Voilà, elle est de 2023. Wow. Et il faut dire que c'est le dynamisme. Enfin, ça fait pas ça, hein? Non, l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est une association qui est très jeune, mais par le dynamisme et l'engagement, en tout cas, de ses animateurs, de ses membres, qui font que, en tout cas aujourd'hui, l'ANJ est à un niveau remarquable.
et on continue de s'aimer, et tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour l'avenir, et tous ces jeunes-là, vraiment, ils sont invités sans discrimination. Franchement, j'encourage tous les jeunes à aller s'inscrire, participer aux activités de l'ANICI. Ouais, plus, comme il a parlé de changement de mentalité, pour comprendre également ce que c'est que la vie politique, le débat public. Tout à fait. Rapidement, au niveau de. Parce que vous êtes délégué de la section de. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme activité cette année, vos activités phares? Cette année, notre activité phare, on a eu à faire plusieurs activités, mais cette année, notre activité phare, on veut parler de corruption. Ah, de corruption. Parce que, c'est un sujet très sensible. Oui, c'est un sujet très sensible qui parle même de l'avenir et du devenir même de notre pays. Donc, en tant qu'organisation sérieuse de jeunes, il faut qu'on prenne position et de la meilleure des manières possibles. Donc, dans cette optique-là, la section Cocody organise une grande activité, une activité de grande envergure, le 4 avril, qui parle de la corruption, sous le thème « Briser le cercle de la corruption, quelle responsabilité citoyenne ?» Super. Donc, pour briser le cercle de la corruption, c'est la participation de chacun. Il n'y a pas un seul responsable de corruption. Tout le monde est corrompu, du haut jusqu'en bas. Parce que lui-même qui est en bas, même est corrompu. On te demande de l'argent pour te donner telle chose. Lui qui te propose l'argent est corrompu. Toi aussi qui acceptes la main tendue, toi aussi tu es corrompu. Donc quand on parle de corruption, ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne, mais c'est une responsabilité citoyenne. Et cela engage le développement réel de notre pays, malgré tous les ressources qui sont vraiment en Afrique. D'accord, l'agenda concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour l'activité, la date, tout ça? Ça sera une conférence suivie d'un panel, en tout cas qui sera animé par des personnes connues des gens du grand public. Super. Connues du grand public. L'activité se fera à l'auditorium de la CNPS. Au plateau là. Super. Voilà, au plateau. Je pense que quand on voit le lieu est déjà défini l'envergure de l'activité. Oui, je suis déjà allé de l'activité. Je confirme. Tout à fait. Donc, on dit que c'est une grande activité. En tout cas, des autorités, ils sont attendus. Et cette activité est faite, en tout cas pour tout le monde, surtout pour les jeunes qui constituent la relève. Même si tu n'es pas à l'NJCI, tu peux participer? Non, tu n'es pas à l'NJCI, tu participes même. Voilà, c'est la NJCI même, évidemment, qui organise pour ceux-mêmes qui ne sont pas à la NJCI. Ah, ok. Donc, c'est pour eux-mêmes qu'on organise. Donc, tout le monde est invité, c'est l'activité de tout le monde. Le 4 avril. C'est un samedi. Oui, un samedi. Samedi 4 voilà, un samedi. Samedi 4 avril, à l'auditorium de la CNPS. Tout le monde est invité, ça sera une grande activité. En tout cas, il y aura des hautes personnalités, en tout cas des personnes qui seront là pour rehausser l'image de cette activité. D'accord, j'ai apprécié votre activité Octobre Rose. Octobre Rose dans la baie. Oui, super. Octobre Rose dans la baie. En tout cas, qui a été une grande activité. À chaque fois qu'on me parle d'Octobre Rose, je me permets de revenir sur cette activité pour rendre grâce à Dieu. Parce que je profite toujours de cette grâce de Dieu pour rappeler le contexte de l'activité. Il faut dire que c'était un 11 octobre. Effectivement. Le 11 octobre était annoncé la marche de l'opposition. Marche interdite par les autorités publiques. Et malgré l'interdiction, l'opposition a maintenu, ou disait maintenir cette marche. Donc, vous voyez un peu le contexte que ça pouvait créer. Les gens avaient peur de sortir. Voilà, donc les gens avaient peur de sortir. Les gens ne pouvaient pas sortir avec une pluie battante. Mais malgré ça, c'est malgré ça que l'activité a été une grande réussite. Et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu, vraiment qui a permis que ça soit une activité réussie. Et on n'est pas à notre première activité, le 4 octobre, sera en Angleterre. Franchement, nous vous souhaitons plein succès pour vos activités au sein de la section. Avec le travail que vous faites, franchement, moi je suis fier. Merci beaucoup. C'est votre encouragement qui. Vraiment, c'est tous vos encouragements qui sont pour nous des stimulants, vraiment qui nous donnent de la force, vraiment à avancer et à apporter notre pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire riche. Super. Pour un jeune qui veut s'intéresser spécialement à la section qui habite à Cocody, comment il fait pour vous contacter? C'est quoi? Est-ce que vous avez des numéros verts? Il y a des numéros où on peut vous joindre pour intégrer la section? Oui, j'ai un numéro. Allez-y. 05 65 06 63 35. 05 65 06 63 35. Alors c'est le numéro, en tout cas, auquel il faut envoyer un message. Par SMS, mais WhatsApp, par WhatsApp. Voilà.
en tout cas, de préférer par WhatsApp. Donc, par WhatsApp, laisser un message, montrer juste l'intérêt de l'intégration. Et puis, voilà, nous, on vous donne les conditions parce que nous, on accepte tout le monde. Okay. Voilà, on accepte tout le monde. C'est bien. Non, nous, on transforme. On n'est pas déjà là pour le prêt à porter. Vous allez m'accorder quelques secondes. Voilà, quand je commençais le militantisme avec mon binôme, mon ami et frère, que vous me permettez de saluer, qu'on appelle communément le député maire, un homme connu. Ah, c'est celui qui est souvent marché là. Le député maire, oui. D'accord. En tout cas, qui est un collaborateur vrai, vraiment engagé. Je salue. En tout cas, je m'honore. C'est votre frère exactement, n'est-ce pas? Oui, bon, lui il vient de la région du Corps, moi je viens de la région du Corps-Sassandra. Vous êtes toujours ensemble. Voilà, nous sommes ensemble. En tout cas, je m'honore d'une amitié qui dure, mais un homme loyal. Et quand on a commencé ce combat, il y a des amis qui voulaient nous suivre. Ah bon? Et quand nous-mêmes on a convaincu, on a montré le bien fondé du combat, mais dit, mais nous on n'a pas veste, nous on n'a pas chemise, tu vois? Toujours des voilà, mais on les a tellement convaincus que, à cause de nous, ils sont allés, bien bon, je vais dire, grâce à nous, ils sont allés acheter des vestes. À Djamé, ils sont allés acheter des chemises pour se conformer à nous. Et après, ces mêmes chemises, les ont servi, ou ces mêmes vestes, les ont servi dans leur TD à l'école. Quand il y a des exposés, ils portent des vestes et on les note bien. En tout cas, vous êtes bien habillés. Donc, ça change de mentalité. Ils ont cherché à nous suivre. Ils ont dit, nous, on n'a pas de problème, on prend tout le monde. Mais avant de venir ici, il y a une manière maintenant de t'habiller. Voilà, on ne dit pas il faut être nanti, on ne dit pas il faut être plein aux as, mais avec tes 500 000 francs, il y a les chemises même 500. Moi, mets-toi en chemise. À 200 000. Voilà, chemise 200 000, il y a là. Donc, c'est juste le sens de responsabilité qu'on veut voir. Maintenant, avec le temps, quand les moyens vont venir, et tu vas te mettre dans le rang. C'est pour ça qu'on accepte tout le monde. Et c'est comme ça que tu deviens leader. Et c'est comme ça. Voilà, nous, on accepte tout le monde, tu viens, on t'échange. Il faut venir avec ta mentalité de qui tu es, nous, si, ou quoi, où tu viens. On te montre la vie, on te montre l'orientation. Et tu changes. Et toi, tu es venu en jean pété. Demain, tu es dans un tissu pantalon. Tu vas dans un truc. On te respecte bien, tu es là. Et ça participe à la fois tu vas de demain. C'est mon monsieur. D'accord. Ok, bon. Je pense qu'on est à la thème de l'émission. On a beaucoup bavardé. On a fait le tour. On a la chandelle, le tour du thème. Voilà. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Je pense que l'honorable Donald Lago a bien expliqué. Donc aujourd'hui, de grâce, intéressez-vous à la politique. Donc votre mot de fin rapidement, vous regardez la caméra, vous donnez votre mot de fin. On est dans une nouvelle année aussi. Voilà. Vous regardez, parler à la jeunesse africaine, franchement. Voilà, votre cri de cœur à la jeunesse. En tout cas, déjà, je vous dis merci pour ce cadre même de. Les gens m'appellent Alain. Voilà. Non, Alain Foucault, je vais dire qu'aujourd'hui, il y a la politique politicienne. Voilà, j'invite tout le monde à la politique. Parce qu'il y a la politique. Et il y a la politique politicienne. Donc la politique politicienne, c'est ceux qui aiment parler, ceux qui aiment défendre des choses pour parler, qui aiment se faire voir, qui donnent des idées. Et vous n'aimez pas vous faire voir, mais vous pouvez être pour des idées. Par exemple, Yann, on dit la jeunesse ne s'exprime pas, il a créé un cadre pour donner la parole à la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, il est en train de commencer. Toi qui es pour cette idée, qu'on donne la parole à la jeunesse, tu dis Yann, donne-moi ton numéro Wave, voilà 500 000 francs. Il faut améliorer tes matériels. Je suis pour le combat que tu fais. Vraiment, je t'encourage. Voilà 500 000 francs, paye tel appareil. C'est aussi une manière de faire la politique. Il y a des hommes politiques que vous ne connaissez pas avant, qui n'ont pas fait des meetings, mais aujourd'hui qui sont des figures publiques. Parce qu'au moment où certains menaient des combats politiques, eux finançaient. C'était des hommes d'affaires. Vous partez sur le terrain, ils mettent du carburant dans votre manière de contribuer. Oui, c'est une contribution. J'ai envie de citer l'aspect qui est aujourd'hui un homme politique de grande figure, mais qui était un homme d'affaires. Donc, tu vois que lui, sa participation, c'était. Donc, pour dire qu'il y a des gens comme ça, qu'on ne voit pas en train de faire des meetings, qui ne tiennent pas des micros, mais dès que les choses sont bonnes, c'est des gens qu'on voit sur des places publiques. Donc, encouragez aussi les combats de vos amis, les idées dans lesquelles vous vous retrouvez, vous pouvez encourager ça d'une manière ou d'une autre. Au-delà de ça, vous-même, vous êtes appelé à la politique. Donc, je vous souhaite une bonne année, une année remplie de bonheur, que tous vos projets soient bénis de Dieu. En tout cas, toute bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin vient de Dieu. C'est cette bénédiction que je vous souhaite. Donc, je pense que je parle au nom de mes amis de l'ANJ. Donc, on est salué. En tout cas, l'ANJ est salué puisque
nous sommes représentés, appelés par notre frère, qui lui aussi était membre de l'Assemblée nationale des jeunes. En tout cas, ça lui a donné une fougue. Aujourd'hui, c'est un homme déterminé. Je le suis, je vois ses pages. En tout cas, quand je le lis, vraiment, je t'encourage. Tous ceux qui ont réalisé des grandes choses ont commencé petit. Oui. Voilà. Tous ceux qui ont réalisé des grandes choses ont commencé petit, on commence pas grand. Donc, quand tu as la vision, c'est déjà le plus important. Donc, c'est sur ces mots de remerciement, d'encouragement à nos internautes que je voudrais vraiment te dire merci pour la considération portée à ma personne en m'adressant cette invitation. D'accord, sur ce, voilà. Bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions. Allez, à bientôt. Merci bien. Merci bien.